Nous accompagner sur la route de ce grand départ tout au long des 13 jours, 10 jours dans 10 communes traversées par la route du Tour et puis ensuite 3 jours sur les sites de départ de ce Tour de France. Sylvain Letouzé, un événement exceptionnel. Alors le Tour de France ne passera pas à 40 ans, Non. mais 40 ans a quand même une belle place. Le territoire de 40 ans et 40 ans ont quand même une belle place sur ce grand départ. Alors si on prend le territoire de 40 ans, c'est une énorme place. Pourquoi ? Parce que Sainte-Marie-du-Mont, Utah Beach fait partie de 40 ans les Marais et de toute Où la... on sera demain d'ailleurs. Où on sera demain du côté de Sainte-Marie-du-Mont. On est juste dans le front de mer, on est au ras du port. Et puis 40 ans surtout à l'arrivée, la chance d'avoir l'arrivée de la grande étape du Tour de France, la cyclosportive amateur qui se déroulera dimanche prochain. Et ça draine évidemment beaucoup de monde. D'ailleurs, j'ai pas vu votre inscription passer. Non, je peux pas, je suis indisponible, blessé, Vous avez blessé, forfait. piscine. Forfait, j'ai piscine à la mer. Bon, n'en profitez pas pour manger trop de beurre et trop de crème. Oh là si, ah bah si, Sainte-Claire. vous rigolez. Ah si, au contraire. Daniel Delahaye, on était avec vous juste avant la pause et on parlait savoir-faire et innovation. Alors d'abord le savoir-faire, avant de revenir sur l'innovation, le savoir-faire Isigny-Sainte-Mère, il est bien particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fabrique toujours le beurre comme il y a 80 ans. Oui, c'est-à-dire l'AOP, appellation d'origine protégée, définit des règles qui ne peuvent pas changer dans le temps. Voilà, donc elle garde pérenne certaines règles de fabrication, enfin d'alimentation, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi de fabrication. Bon, bien sûr, l'alimentation au cours des centaines d'années a dû certainement se modifier, mais les goûts, la mémoire du goût est restée donc intacte. Et pas seulement le goût et aussi la palatabilité des beurres, la texture des beurres ou des crèmes. Donc une appellation fixe le passé, mais une appellation, ce n'est pas un musée. Une appellation, ça se projette aussi sur le futur. Donc je dirais appellation d'origine, c'est tradition et innovation et futur. Et on se rend compte que finalement les appellations d'origine protégée, qu'on pourrait voir avec un certain regard du passé, ont vraiment leur raison d'être sur le futur. Ce sont des produits du futur, au même titre que les vins. Boire un bon vin, ça reste moderne. Consommer un bon beurre d'Isigny au petit déjeuner le matin, c'est aussi moderne, c'est un bon clin d'œil. Et d'ailleurs, tous les gens du monde entier ne s'y trompent pas. Donc voilà, et aujourd'hui, finalement, je dirais que dans notre monde où tout change, on redécouvre les vraies valeurs réelles qui durent. Voilà, les produits, les choses qui durent. Mais moi, quand on me parle savoir-faire en termes de beurre, je vois tout de suite la baratte. C'est toujours comme ça que ça se passe ? Oui, absolument. Donc on a des outils. Je vous invite à venir les voir. Et c'est vrai que si on pouvait montrer encore davantage tout ça à tous nos auditeurs, je dirais à tous nos consommateurs, ce serait encore mieux. Donc les barattes sont en place, comme avant. Alors elles sont plus grandes qu'avant, certainement, hein, mais la tradition, le système est fixé, donc il doit être respecté, il est audité par des contrôleurs, et donc on doit respecter ces règles. Et si on ne respecte pas ces règles, on perd l'appellation d'origine protégée. On veille sur la qualité des produits, et justement, on va accueillir une troisième personne avec nous ce midi. C'est Alexis Desmar, le directeur qualité chez Isigny-Sainte-Mère. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle dans cette coopérative ? Mon rôle, moi, je suis un petit peu le gardien du temple, hein. Je suis là pour faire respecter justement toutes les règles qu'on s'est fixées, tous les cahiers des charges qu'on peut avoir avec nos clients, ne serait-ce que les cahiers des charges de l'appellation également, hein, de l'appellation beurre et crème d'Isigny, mais de toutes les autres fabrications que nous avons sur nos 2 sites de fabrication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez sur les 2 sites et puis peut-être aussi chez les producteurs pour dire « Ah, attention, là, ton lait, il n'est pas forcément bon pour telle et telle raison ?» Tout à fait. Le service qualité a une vue à la fois sur les producteurs et aussi, bien entendu, sur les 2 sites de transformation, qui est le site de Chef Dupont et le site d'Isigny. Donc aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes en qualité qui surveillons toutes ces procédures de façon à répondre aux exigences de nos clients et à faire des produits d'une très grande qualité que vous connaissez. Alors moi, je connaissais la traçabilité sur, par exemple, quand on parlait des bovins, quand on parlait de la vente d'animaux et de la consommation d'animaux, mais je ne connaissais pas la traçabilité sur le lait. C'est quoi la traçabilité ? Alors la traçabilité sur le lait, ça commence au niveau des exploitations agricoles, hein. On leur demande, grâce à notre système AgriConfiance, d'enregistrer un certain nombre de choses, notamment tous les traitements vétérinaires qu'il peut y avoir sur les animaux sont enregistrés. L'alimentation qui est donnée aux animaux est enregistrée. Demain, on va leur demander d'enregistrer également la durée de pâturage, puisque dans
dans le nouveau cahier des charges d'appellation, on aura une durée de pâturage à respecter. Donc tous ces enregistrements sont nécessaires pour assurer une traçabilité au niveau de l'amont, mais on fait la même chose au niveau de la transformation des produits à l'usine. Et on a comme ça une traçabilité totale de la fourche à la fourchette. La durée de pâturage, c'est plusieurs mois, hein, je lisais ça. Ce sera minimum 7 mois. Voilà, 7 mois de pâturage pour pouvoir répondre au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée. Alors, quand j'ai préparé cette émission avec Noémie, je vais la citer quand même parce que Noémie, elle m'a beaucoup aidé pour préparer cette émission. Elle a fait quasiment tout le travail pour moi. C'est facile d'être journaliste dans ces cas-là. Donc, je remercie déjà Noémie, qui est pas loin d'ici, qui est juste à côté du Carpodium, d'avoir participé. Elle est là, voilà, Noémie, d'avoir participé à la création de cette émission. Et Noémie m'a dit, faut qu'on parle de la démarche éco-citoyenne, parce que ça aussi, c'est à la mode dans toutes les entreprises du monde d'ailleurs, d'avoir cette démarche éco-citoyenne. Expliquez-nous. Donc la coopérative d'Isigny se veut effectivement entreprise éco-citoyenne, hein, puisque en 2008, nous avons mis en place, nous avons construit une chaudière biomasse qui nous a permis donc de réduire nos rejets de gaz à effet de serre. On a en fait divisé par 4 nos rejets de gaz à effet de serre. Donc on peut se dire qu'on est une entreprise éco-citoyenne aujourd'hui. Et cet objectif est un objectif du Grenelle de l'environnement de 2007 et de Kyoto qui souhaitait qu'en 2050, la France ait réduit ses rejets de gaz à effet de serre de 4, si vous voulez. Donc Isigny a 40 ans d'avance par rapport à ça. Et bien entendu, on a continué, ça c'est une facette, disons, de l'éco-citoyenneté. On a en 2009 obtenu la certification ISO 14001, qui est une certification environnementale, de façon à préserver le futur. Hein. Donc on est une entreprise qui produisons, mais on ne veut pas non plus être une entreprise polluante. Donc on a des objectifs justement en matière d'économie d'énergie et de pollution. Préserver le futur, ça passe évidemment par les agriculteurs déjà et par les entreprises agricoles. Par les agriculteurs, je disais, parce que c'est dans le mode d'élevage aussi qu'on a un comportement écologique. Oui, tout à fait. Hein. Le fait de faire pâturer les animaux, c'est effectivement écologique, puisque les surfaces en herbe sont importantes. Ici, on a plus de 50 à 60% de la SFP qui est encore recouverte par de l'herbe. Donc ça fait un couvert végétal, donc c'est bon pour l'écologie, bien entendu, par rapport à des grandes cultures où là, il y a des lessivages de sol. Chez nous, on protège, puisqu'on est dans une zone de marais. Bon, bien sûr... Dans ces marais, il n'y a pas de culture, mais dans les hautes terres qui sont à côté des marais, on peut faire un peu de culture, mais au global, on a quand même une préservation de l'environnement avec des surfaces en herbe très importantes. Est-ce que le lait, j'ai oublié de vous poser la question, je vais vous demander de prendre le micro rapidement, Arnaud Fossé. Le lait, il a du sel, un peu comme les moutons de présalé en baie du Mont-Saint-Michel. Là, on n'est pas loin de la mer, donc le lait, il est salé ? Alors, on peut pas dire qu'il soit véritablement salé quand même, quoi. Mais par contre, riche en minéraux et en oligo-éléments, ça c'est sûr, c'est une certitude. On va retrouver Daniel Delahaye d'ici quelques secondes pour parler international, pour parler dans le monde de la production Isigny Sainte-Mère, parce que j'ai regardé la carte. Moi, je l'ai bien étudiée, la carte, vous voyez, je l'ai même sous les yeux. Vous pouvez d'ailleurs venir voir carrément cette carte, je vais vous la montrer sur tendanceouest.com, puisque cette émission est filmée. Alors, elle est en noir et blanc, mais les zones bien foncées. Tiens, Arnaud qui est à la réalisation, si tu peux me faire un petit focus sur la carte. Les zones bien foncées, c'est toutes les zones de la planète où Isigny Sainte-Mère fait de l'export. Ça nous donne environ toute la planète. On va en parler d'ici quelques instants. Mais on parle sport aussi, je vous l'ai dit dans cette émission, avec Sylvain Letouzé. On a parlé omnisport tout à l'heure avec le CS 40 ans omnisport. Parlons football avec une équipe de division d'honneur régionale maintenant. Oui, une ex-équipe de division supérieure régionale, mais qui est surtout la plus grosse association sportive de 40 ans. C'est le CS 40 ans football. Et pour parler football à 40 ans, il y a plusieurs solutions. Il y a Gérard Tilly, l'ancien président. Il y a Olivier Duchesne, le nouveau président. Mais il y a surtout Hervé Bidoyen, qui, au-delà d'être l'ancien entraîneur, est une des icônes de ce club du CS 40 ans. Bonjour Hervé. Oui, Bonjour. Bah oui, c'est plus sympa, c'est plus sympa. Hervé, bon, Thibault l'a dit, future équipe de DHR, on descend d'un niveau. C'était trop dur le deuxième niveau régional pour le CSC ? Trop dur, sûrement, puisqu'on est redescendu. Ça fait 3 ans qu'on lutte. Est-ce qu'on avait les capacités au départ ? Sûrement pas, on le savait. Mais on n'est pas plus inquiet que ça, puisqu'on a quand même une école de foot solide, on a une association saine, et donc on a un tournant
un tournant de la vie du club et on va sûrement bien rebondir. On va essayer de bien rebondir. Les jeunes, avec notamment le tournoi des Irréductibles, notamment, entre autres, mais les jeunes, c'est toute l'année avec des U19 qui sont habitués maintenant des très jolis parcours en coupe ou des bons parcours en championnat. C'est d'abord par là que passe la vie d'un club dans nos régions, dans nos terroirs. Forcément, quand on n'a pas de gros moyens financiers, on est obligé de passer par une école de foot assez riche en termes de jeunes, d'éducateurs pour faire du bon travail. Nos éducateurs d'ailleurs sont tous diplômés et sont assez reconnus puisque certains clubs essayent même de venir nous les chercher. Non, quand ils s'en vont seulement. Quand ils s'en vont seulement. Voilà, quand ils s'en vont seulement. Okay. Et donc, c'est une fierté aussi, ça justement, de former des éducateurs, de former des joueurs. On voit Tony Lambard qui cette année avec Granville a fait un excellent parcours en Coupe de France et en championnat. Est-ce que c'est une fierté ou est-ce qu'on voudrait encore les garder? Non, on ne veut pas les garder parce qu'il faut absolument que nos jeunes... on est là pour ça, on est là pour faire du mieux pour former nos jeunes pour qu'ils puissent après exploser après, tout simplement. On a aussi plusieurs représentants dans les dernières années, les Guillaume Desplanques, les Benoît Gouemel par exemple, qui ont joué au niveau national du côté de Saint-Lô notamment. Est-ce que ça doit, pour le CS 40 ans, ne passer que par être une passerelle finalement? Forcément, puisqu'on n'a pas les moyens financiers de pouvoir se permettre de dire « Allez, on va nous être un gros club phare de la région ». Alors, on a des ambitions. On a un projet qui sera CSC 40 ans 2020. Voilà, c'est les mots du nouveau président. C'est Xavier Gravelaine, non? et donc on va se donner les moyens. En tout cas, on va d'abord étudier, voir si on est capable d'arriver à cet objectif-là, qui serait donc la R1 pour 2020. Donc le retour dans l'ancienne DH, ce qui a été le cas dans les années 80 du côté de 40 ans. Exactement. Merci Hervé Bidoyen d'être passé pour promouvoir le CS 40 ans. Thibaut, on saute d'un sport à l'autre et on revient dans le sport du lait. Oui, vous savez que je suis toujours très attentif quand on parle de football. Je suis toujours très attentif aussi ce matin. C'est pour vous les entraîneurs d'ailleurs, je pense. Depuis le début de la matinée, très attentif à me renseigner sur Isigny-Sainte-Mère et c'est ce que je fais avec les trois invités qui sont avec nous, Arnaud Fossé, Alexis Desmar et Daniel Delahaye qui va reprendre le micro. Daniel Delahaye fait le marathon du micro ce midi. On parle... monde, on parle export parce qu'Isigny-Sainte-Mère, je disais, sur toute la planète, parce que finalement sur tous les continents, vous exportez sur le continent américain, vous exportez aussi sur le continent africain. L'Asie est également un énorme marché aujourd'hui en 2016. Écoutez, on a toujours eu Isigny-Sainte-Mère une vocation d'exportateur, parce qu'on a commencé l'export dans les années 80, même un peu plus tôt. Et exporter, donc à l'époque, ça paraissait un peu périlleux. Il ne faut pas oublier qu'en 80, il n'y avait pas d'email, il n'y avait même pas de téléphone portable. Et quand on allait en Chine en 1980, vous imaginez, pour prendre un rendez-vous là-bas, combien c'était compliqué. On oublie vite un petit peu tout ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui, tout est plus facile. Donc on a commencé l'export à cette époque. Et je passe directement à la conclusion parce qu'on va revenir ensuite sur chacune des étapes. L'export représente chez nous 51% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a une vache sur deux qui donne son lait pour l'export. Donc on comprend l'importance pour l'entreprise de cette activité export. Donc on a commencé l'export par l'Europe, je dirais tout simplement à l'époque. Puis ensuite, concomitamment d'ailleurs, par l'Asie et puis les USA. Et après, plus sur les pays du Moyen-Orient. Voilà. Il y a encore des marchés à développer quand on regarde la carte, je l'ai devant les yeux. Évidemment, le marché africain est un marché voué à se développer. C'est aujourd'hui la priorité ou vous êtes encore sur l'Asie? Je pense que le marché africain bouge. Il bouge par pays. Tous les pays d'Afrique ne bougent pas au même rythme. Il y a certains pays qui bougent très très vite. Il faut que les infrastructures derrière évoluent, mais le marché africain est certainement le marché en puissance pour les années qui viennent.
ma curiosité de journaliste me pousse à vous poser une question par rapport au Proche et au Moyen-Orient. Est-ce que c'est un marché compliqué à l'heure d'aujourd'hui quand on connaît le contexte géopolitique international? Je dirais, bon, tout marché peut être complexe quand on ne le connaît pas. Hein. Quand on connaît les choses, c'est déjà plus simple. Bon, il est sûr que les problèmes d'équilibre au niveau des pays tels qu'on les connaît, avec les différents rapports là-bas, complexifient quand même les choses, d'une part. Mais la deuxième chose, c'est aussi l'aspect des monnaies, puisque le dollar a énormément baissé. Donc, on remarque quand même, le baril a énormément baissé, donc il y a quand même des revenus moindres, si vous voulez, pour les pays du Moyen-Orient, parce que le revenu à eux, c'est quand même le cours du baril. Et donc, ces deux aspects, équilibre des mœurs, je dirais, chez eux, et équilibre des monnaies, fait que c'est quand même plus dur sur les pays du Moyen-Orient. Alors je vous avais prévenu pendant la première pause qu'on a fait, je voulais vraiment m'intéresser à cette partie internationale, à l'export, vous l'avez dit, 51% du chiffre d'affaires d'Isigny-Sainte-Mère, c'est absolument pas neutre. Il y a aussi un certain nombre de contraintes. Alors par exemple, en étudiant la carte, je voyais que les contraintes aux États-Unis sont assez fortes parce que la crème et les poudres de lait sont tout simplement interdites sur cette zone. Oui, il y a des problèmes réglementaires, je dirais, par pays, par zone. Donc c'est le cas. Vous avez par exemple sur le Canada aussi, sur certains pays, ou même si on prend l'opposé, le Japon, vous avez des taxes à l'importation. Donc il y a des endroits où c'est interdit. Il y a des endroits où c'est autorisé, mais avec des taxes telles qui font que le prix du produit double en arrivant. C'est le cas du Japon. Sur les USA, bon, c'est quand même relativement ouvert, sauf la crème. Mais par contre, les normes bactériologiques sont telles que les produits, finalement, ne peuvent pas y aller. Par exemple, pour les fromages. Donc, il faut... Alors, nous, on arrive à y aller en fromage, mais il faut avoir, dans ces conditions, une adaptation des produits vraiment spécifiques. Mais vous ne pouvez pas vendre des appellations d'origine, par exemple. C'est absolument impossible. Donc, c'est un marché. Le marché n'est pas totalement ouvert, finalement. Le marché, c'est quand même complexe, quoi. Vous parliez de fromage à l'instant. Pareil, en étudiant la carte, on constate que le marché pour le beurre, pour la crème ou pour les poudres infantiles est assez important, qu'on soit en zone proche ou Moyen-Orient ou en zone asiatique. Exact. En revanche, pas trop de fromage. Ça veut dire quoi? C'est pas des gros consommateurs de fromage? Vous avez raison, parce que tout le commerce de détail, là-bas, sur ces pays-là, est moins ouvert, si vous voulez. C'est plus le réseau de la restauration. Hein, restauration, boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Mais les grands magasins traditionnels type GMS sont quand même existent, mais sont moindres. Et la consommation per capita y est quand même beaucoup moindre. Hein. On va continuer à évoquer Isigny-Sainte-Mère sous un autre prisme. Il y a évidemment le prisme de l'emploi, on va en parler dans quelques instants. L'emploi, on en parle chaque midi sur l'antenne de Tendance Ouest à 12h45 et ça tombe bien, c'est l'heure.